Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine. Lancé le 1er août 2014 à la suite de l'opération Serval, Barkhane marque un tournant dans les opérations françaises en adoptant une approche régionale. Elle couvre 5 pays, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, sur une surface de près de 5 millions de kilomètres carrés. Le 17 février 2022, le président Emmanuel Macron a annoncé le retrait militaire de la France au Mali. Une décision attendue par les autorités maliennes qui ont depuis demandé au pays de retirer ses troupes sans délai. Au-delà des frontières maliennes, ces décisions impliquent aussi les États du Sahel. Si le Niger est le premier concerné par le redéploiement de l'opération Barkhane, les autres pays de la région s'apprêtent à voir la donne changer. Quelles seront les conséquences du retrait de Barkhane dans la sous-région et quel est le bilan de cette opération ? Pour en parler, je reçois l'historien Arthur Banga, enseignant-chercheur au département Histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bonjour et bienvenue. Merci Fatim, salut aux téléspectateurs. Et Eddy Guipier, analyste politique, enseignant-chercheur à l'université de Korogo. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim et merci pour l'invitation. Alors messieurs, en prélude à nos échanges, je vous propose de rejoindre notre correspondant à Bamako, Gabriel Thienou, journaliste à Le Reporter. Gabriel, bonjour. Actuellement, est-ce que Barkhane est encore présent au Mali et pour combien de temps ? Barkhane reste pour le moment au Mali, quand on sait bien que le dispositif énorme que ces forces-là ont sur le territoire malien, quand bien même qu'ils ont libéré deux de leurs bases, à savoir la base de Tessalit, la base de Tombouctou, qui ont été aussitôt récupérées, dont les clés ont été remises à l'armée malienne. Cette forte logistique nécessite un certain nombre de moyens de déplacement, de transport, d'évacuation que les forces françaises ont besoin, jusqu'à preuve du contraire, de la contribution de certains partenaires, de l'apport de certains partenaires pour pouvoir réaliser ces retraits dans les meilleurs délais. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le lundi déjà 28 février, le président Emmanuel Macron a instruit à ses coopérants au niveau des départements ministériels au Mali de faire leur bagage et de rentrer à Paris. Donc, ce qui voudrait dire que la situation aujourd'hui de la coopération militaire entre le Mali et la France est quasiment enterrée à moins que de nouvelles initiatives interviennent peut-être après cette bruit pour peut-être réinstaurer ce climat de dialogue entre les deux, entre Paris et Bamako. Alors depuis le désengagement des troupes françaises, est-ce que l'armée malienne se déploie plus sur le territoire ? Y a-t-il la présence de militaires ou mercenaires russes au Mali de nos jours ? L'armée malienne est en pleine expansion pour ce qui est de la reconquête du territoire malien sous contrôle, sous l'emprise des groupes armés terroristes. Depuis le 18 décembre jusqu'au 27 février, d'intenses opérations ont été menées et des centaines de djihadistes ont été neutralisés, d'autres prises comme des otages, des moyens logistiques énormes ont été détruits, voire récupérés, y compris les bases des djihadistes ont réellement connu des frappes des frappes d'anéantissement ces derniers mois. Il faut ici reconnaître l'apport des coopérants russes qui, depuis un certain temps, sont au Mali et qui collaborent étroitement avec l'armée malienne. Quant à cette prétendue existence d'intervention du groupe privé paramilitaire Wagner russe ici au Mali, je m'en vais vous citer les propos de l'expert des droits de l'homme de l'ONU envoyé au Mali mi-février et lors d'une conférence vidéo qu'il a tenue au siège, au QG de la MINUSMA ici à Bamako. Il a rappelé que lors de cette mission de suivi d'évaluation de la situation sur le terrain,
Il s'est rendu à Mopti, au centre du pays, et à Tombouctou au nord, et qu'il ne pourrait vraiment témoigner de la présence d'aucun paramilitaire, encore moins de Wagner, sur le sol malien. Donc on peut dire que ces propos viennent conforter ceux du gouvernement qui a longtemps fait savoir à qui veut l'entendre qu'il n'est pas en collaboration avec un groupe paramilitaire et qu'il a des accords de longue date avec la Russie et que c'est avec cet État russe-là que le gouvernement malien a des rapports de coopération. Et s'il y a des forces armées russes au Mali, c'est exactement dans ce cadre-là, dans ce cadre de partenariat que les Russes sont au Mali aujourd'hui. Alors, l'opération Barkhane a été créée dans un contexte géopolitique et géostratégique particulier. Lequel, Eddy Guipier? Alors, le contexte géostratégique et géopolitique, c'est celui qui est contigu, qui est subséquent au déversement des groupes terroristes, n'est-ce pas, qui se sont installés. Il faut savoir qu'il y avait déjà une menace terroriste dans le Sahel qui était au Nigeria avec le groupe Boko Haram. Et à partir de la chute du régime de Kadhafi, il y a des groupes qui se déploient. À partir de 2012, ils se déploient au Mali et progressivement dans les pays voisins. Alors cela dit, les autorités maliennes de l'époque ont estimé qu'ils étaient impuissants pour régler cette situation, pour apporter une riposte militaire appropriée et qu'il était important d'inviter, de convoquer un allié majeur qui est la France. Alors la France a donc été appelée dans les conditions que l'on sait. Elle s'est d'abord manifestée par l'opération Serval, puis le dispositif étant, on va dire, lié à la conflictualité, cette conflictualité prenant de l'importance, s'étendant dans l'ensemble du Sahara, du Grand Sahara, comme on dit, il était important de remanier ce dispositif et c'est pour ça qu'en 2014, il prend la forme de Barkhane pour pouvoir, n'est-ce pas, être au contact de la conflictualité terroriste. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire sur le contexte géopolitique et géostratégique qui a donné la création de Barkhane. Alors justement, vous avez parlé de l'opération Serval. Là, on s'intéresse à Barkhane et il y a aussi la MINUSMA qui a été dépêchée dans cette zone. Pouvez-vous nous faire la différence entre ces différentes institutions, Arthur Banga? La MINUSMA, c'est une mission des Nations Unies. C'est-à-dire la crise malienne n'est pas qu'une crise terroriste. Il y a aussi une crise politique, une crise de questions d'autonomie. Et donc, il y a une partie maintien de la paix qui a été confiée d'abord à la CEDEAO, qui a transformé ensuite aux Nations Unies. Donc la force chargée de maintenir la paix, c'est la MINUSMA. Elle est sous commandement onusien. Normalement, il ne devait pas se mêler des questions terroristes, mais c'est le même théâtre et donc souvent elle se retrouve. D'ailleurs, c'est pour ça que la Côte d'Ivoire a perdu des éléments de la MINUSMA. À côté, il y a eu des forces françaises. La première intervention, c'est Serval. Serval était spécifique au Mali parce qu'il fallait stopper en 2013 l'avancée des groupes terroristes qui menaçaient Bamako et a été montée l'opération Serval. Une fois que ces groupes terroristes ont été endigués, la réflexion a quitté le Mali et s'est élargie à tout l'espace sahélien menacé par les groupes terroristes. Donc les 5 pays, Mauritanie, Niger, Burkina, Mali et Tchad. Et donc pour avoir une opération qui va couvrir ces 5 pays, c'est comme ça qu'on passe de Serval spécifique au Mali à Barkhane qui avait pour mission d'agir sur ces 5 pays. Alors justement, après 8 ans de présence au Mali, quel est le bilan de Barkhane dans la lutte contre le terrorisme au Sahel? Alors, dans un premier temps, je dirais que le bilan est quand même mitigé. Il y avait beaucoup de lueurs d'espoir, face à l'action de Serval dans un premier temps, ensuite Barkhane. Rappelez-vous le contexte qui a prévalu, on en a parlé tout à l'heure, c'était un contexte qui était à l'initiative du Mali, il faut le réitérer, ce ne sont pas les Français qui sont demandeurs de cela, ce sont les autorités maliennes. Et l'ambiance qui prévalait était une ambiance où les forces françaises étaient désirées. Voilà, les forces françaises étaient désirées. Et ensuite, il y a eu quelques incompréhensions, notamment dans la reconquête du territoire malien. Une reconquête qui a été gelée au niveau du nord, de l'extrême nord, comme disent les Maliens, avec Kidal en particulier, où les forces maliennes n'ont pas été associées et où les positions se sont gelées et où les négociations politiques ont été préconisées. De là, l'incompréhension a
s'est transformé, on peut le dire, en fossé d'incompréhension totale. Et les autorités maliennes n'ont pas pu justement apporter la réponse militaire appropriée. Vous avez eu plusieurs régimes qui sont suivis, en particulier avec le régime d'Ibeka. Et il y a eu le coup d'État que l'on connaît dans les conditions que l'on connaît. Lorsque la junte prend le pouvoir, il y a certes des condamnations de principe, mais cette junte a été encouragée, n'est-ce pas, on pourrait le dire, à finir le job. Seulement que les intérêts de cette junte divergent avec ceux du dispositif français et ils invitent d'autres acteurs dans la donne, chose que les Français trouvent inacceptable, et donc ce fossé s'en va grandissant et il y a, comment dirais-je, une sorte de rupture. Dans un premier temps, le président Macron réagit en décidant de dégarnir et de déployer certains éléments du dispositif Barkhane, et finalement on voit que ce n'est pas suffisant. Donc, on se trouve dans une sorte d'impasse, dans une sorte de bourbier malien, et on ne saurait pas tirer un bilan positif de cela, même si, en tout cas, dès le départ, les choses s'étaient passées sous de meilleurs auspices. Alors vous le dites quand même, cette opération suscite beaucoup de critiques tant sur son efficacité que sur son opacité. Ces critiques sont-elles fondées ? Il y en a certaines qu'on peut comprendre. Je suis bien d'accord avec Dr Guipier. Serval a suscité de l'espoir. Souvenez-vous de la visite de François Hollande en 2013 au Mali. Donc il y a de l'espoir. Pour les Maliens, pour le Malien lambda, quand 8 ans après, la situation ne s'améliore pas, elle dégénère. Malgré les quelques victoires tactiques, il y a des victoires tactiques importantes. La mort de Drogdel, la mort du chef de l'IGS, la reconquête des grandes villes, c'est des choses importantes. Et même la montée en puissance de l'armée malienne. Si l'armée malienne a le niveau qu'elle a aujourd'hui, c'est parce qu'elle était accompagnée par Barkhane. Donc ça, c'est des succès. Mais globalement, pour le Malien lambda, il y a la MINUSMA, il y a Serval, il y a EUTM, il y a tout ça. Et je n'ai pas mon quotidien tranquille. Donc c'est normal qu'il y ait un truc de mitigé. Je vais réagir rapidement sur deux choses. Si Kidal, qu'est-ce qui se passe? En fait, en 2013, il y a d'abord des groupes autonomistes, souvent sécessionnistes, et des groupes terroristes. Donc pour les Français, avec les groupes autonomistes et les groupes sécessionnistes, il faut de la discussion. Il y a un accord politique qui est signé à Alger. Donc ces groupes-là sont concernés par l'accord d'Alger. Or, ces groupes-là contrôlaient plutôt Kidal et certaines villes. Pour les Maliens, il fallait tout raser. Et donc l'armée française et le gouvernement français disent non, attention, les terroristes, on les rase, mais le MNLA, il faut discuter. Voilà la deuxième. Deuxième détail qui est important, ça a été une petite erreur chez Guipier. Non, c'est l'annonce du départ de la moitié de Barkhane qui met le feu aux poudres. Ce n'est pas l'inverse. En juin 2021, c'est Emmanuel Macron qui annonce que Barkhane va faire partie de la moitié de ses effectifs d'ici à 2020. En faveur d'une coalition plus large. Voilà. Et Choguel Maïga, Premier ministre malien aujourd'hui, parlait à l'époque d'abandon en plein vol. Aux Nations Unies, on se souvient à la tribune des Nations Unies. C'est pas l'inverse. C'est parce qu'il interprète le réajustement déjà engagé. En fait, Barkhane, ce n'est pas aujourd'hui. Officiellement en juin 2021, mais dans les tuyaux depuis 2020. Donc, quoi, les Maliens, les autorités maliennes se sentent lâchés et donc réagissent. Ils vont chercher Wagner et ça continue. Non, c'est pas il y avait déjà des présomptions d'une forte influence de certains acteurs avant cette position de Macron. Et moi, à mon avis, on peut ne pas être d'accord là-dessus, à mon avis, cet aspect où Choguel Maïga, le Premier ministre malien, dit avoir été lâché en plein vol, pour moi, c'est de la tactique, c'est un argument discursif qui vise justement à mettre les responsabilités dans le camp des Français et faire en sorte que, justement, les Maliens puissent justifier leur attitude, justifier leurs nouvelles alliances ou leurs nouvelles collaborations avec d'autres acteurs. Parce qu'il y avait déjà ces suspicions d'acteurs qui devaient justement entrer en compte dans la ligne de... Mais pour revenir sur l'efficacité ou l'efficience de l'armée française, quand on sait par exemple que on prend le cas de l'Afghanistan avec la première puissance militaire qui sont les États-Unis d'Amérique et on assiste à un échec patent, peut-on vraiment incriminer la France pour ses manquements? Elle aurait pu faire mieux. Moi, je pense que d'abord, oui, elle aurait pu faire mieux, on peut toujours faire mieux. Mais j'insiste quand même sur le délai. Je reviens sur ce que je disais. Juin 2021. Et l'annonce est faite officiellement en juin 2021, mais le départ est préparé depuis 2020. Donc c'est bel et bien le départ, la réorganisation de la moitié de Barkhane qui entraîne l'entrée de Wagner comme en Centrafrique.
En Centrafrique, ce n'est pas Wagner qui vient, c'est Sangaris qui part. Donc c'est quand les Français partent que le responsable français africain cherche un autre partenaire. Ce n'est pas l'inverse. Mais pour revenir à la question, oui, mais moi, ça pose la question de la responsabilité africaine. Pour moi, ce n'est pas aux Français de venir sur nos théâtres. Ils peuvent venir intervenir dans l'urgence, mais dans le temps, c'est à nous de monter en puissance. Et on n'a pas su le faire. Je n'accuse même pas les Maliens, j'accuse l'Afrique. La CEDEAO, l'Union africaine... Les forces d'attente qu'on ne voit jamais n'ont pas su prendre les responsabilités. Bah oui, les forces d'attente qui attendent quoi? Tout à fait. Intervenir. Justement, on se pose la question, et je pense que je vais emboîter le pas à mon collègue Dr Banga en disant que la responsabilité, elle incombe d'abord aux Africains. Dans un premier temps, nous avions, et on en parlait encore il n'y a pas longtemps, un bel ensemble d'intégration avec la CEDEAO qui a prévu des organes que certaines autres organisations régionales n'ont pas. Par exemple, on se pose la question de savoir pourquoi les Comores n'interviennent pas. Donc, c'est justement l'absence de mutualisation de ces efforts, c'est l'absence du fait que certains organes soient des coquilles vides, en fait, qui créent une sorte d'appel d'air pour l'intervention de certaines puissances françaises en particulier et ou russes. Voilà. Donc, en tout cas, la balle est encore dans le camp des Africains de se dire qu'après cette crise-là, il faudra réfléchir à des organes intégrés de défense ou de sécurité collective qui soient viables et qui puissent intervenir sur certains théâtres. Il y a aussi un problème qui se pose régulièrement face aux armées étrangères, c'est la longévité. Et vous parlez de la perception des populations. Et c'est vrai que souvent, ce sont des opérations, en tout cas, sont des interventions, mais quand les militaires ne sont plus qu'une force d'intervention et deviennent, après plusieurs années sur le même sol, des forces d'occupation aux yeux des populations, là aussi, ça pose question. Mais les populations ont raison. Les populations ont raison. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, ce soit des gens qui interviennent. Et moi, je le répète toujours. Partout, je peux prendre la parole, je le dis. Et je le dis aujourd'hui, clairement, le modèle de coopération ne doit plus être à l'intervention. L'intervention, elle peut être ponctuelle. On est pris de court sur 1 mois, 2 mois, une intervention d'un partenaire parce que c'est d'abord une question d'humanité. Oui, mais après, quand il reste, je l'explique toujours responsable de l'autre côté, je leur dis, quand plus vous restez, plus on ne vous comprend plus et plus il y a le sentiment d'occupation. Et ce sentiment, il est normal. Ça fait que, donc aujourd'hui, moi, je travaille à chaque fois que je peux pour insister sur le nouveau modèle qu'on doit monter avec nos partenaires extérieurs. Un modèle en formation, un modèle en équipement, un modèle en accompagnement, mais l'intervention, elle doit être africaine. On ne peut pas se plaindre si on voit des Ivoiriens, des Sud-Africains, des Gabonais venir défendre l'intégrité d'un territoire malien, burkinabé. Mais c'est normal quand on voit un Français, un Russe. Les gens rigolent aujourd'hui des Russes, mais si les Russes restent pendant 10 ans, vous verrez. Au bout d'un moment, on va se demander qu'est-ce qu'ils font là. Ce seront les futurs et voilà. Ce seront aussi, ils vont vivre la même chose que les Français vivent actuellement. Pourquoi pas? Je veux dire, lorsqu'on a 5000 soldats, qu'on a d'autres forces encore d'appoint, qu'on a la MINUSMA, la question logique que se pose le citoyen lambda, c'est de se dire, mais toutes ces personnes sont là, pourquoi au final? Pour quel résultat? Pour quel résultat? Et c'est justement pour ça qu'on parle de bilan mitigé, puisqu'au départ, tout semblait beaucoup plus facile, aisé, avant que la menace terroriste elle-même se diffuse et rende nécessaire le déploiement d'autres dispositifs. Aujourd'hui, on se pose la question, et il a tout à fait raison de le dire, de se dire qu'une fois que les forces étrangères sont intégrées, sont déployées sur le théâtre des opérations, plus elles durent, plus leur présence est moins acceptée, et vous avez raison d'utiliser le terme d'occupation en l'espèce. Il y a aussi le redéploiement de Barkhane qui se fera, on comprend bien, au Niger. Qu'est-ce que cela change? Tactiquement, stratégiquement? Je ne sais même pas pourquoi il se redéploie au Niger. Il devait profiter, à mon avis, de l'occasion pour appliquer le plan qui était de libérer de moitié Barkhane. Mais pour ce que j'ai entendu, rien n'est encore décidé, en fait. En réalité, la discussion commence avec les partenaires qui vont souhaiter la présence française et sous quelle forme. L'idée de se mettre en position à la frontière nigérienne, c'est de pouvoir intervenir plus rapidement au cas où les bases et les territoires libérés retombent ou sont menacés par des groupes terroristes. C'est ça l'idée. Mais moi, il fallait aller plus loin. Il fallait tout simplement réduire les effectifs comme c'était prévu, et laisser monter en puissance les armées africaines sur ces espaces. Mais on imagine que si Barkhane s'en va, Takuba aussi.
Oui, parce que Takuba est suscité par les Français qui, bien entendu, veulent européaniser leur dispositif. Vous savez, c'est quand même pesant d'intervenir sur un théâtre dans une ancienne colonie. Et bien entendu, au vu de la durée de la présence, cette présence est vite assimilée à une occupation coloniale ou néocoloniale. Donc, associer des partenaires européens, c'est justement avoir beaucoup plus de garanties en l'espèce. Donc, oui, beaucoup d'Européens sont venus grâce à la diplomatie française, ont été invités à le faire. La France, pliant ses bagages, souhaitant installer ses penates ailleurs, il est quand même sûr que beaucoup de pays puissent quitter ce dispositif et qu'il soit complètement démantelé. Est-ce que la crise ou la guerre, on parle même de guerre actuelle en Ukraine, va avoir un impact sur les coopérations militaires avec les pays occidentaux et notamment dans la zone sahélo-saharienne? Nécessairement, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, l'effort militaire en Occident se concentre de plus en plus sur le théâtre occidental. J'ai entendu dire par certaines sources qu'un pays devait recevoir par exemple 2 stimulateurs de tir. Ça a été annulé par l'armée française parce qu'actuellement, l'effort doit se concentrer sur le territoire européen. Mais pour moi, ce n'est pas un danger, c'est une aubaine. Ça va permettre aux Africains de monter en première ligne, à la CEDEAO, à l'Union africaine de s'organiser et on a la capacité de se prendre en charge. C'est une très belle occasion pour nous. Alors, en espérant que vous ayez raison, parce qu'on nous parle souvent de l'État, parfois un peu délabré de nos armées, d'où la nécessité d'avoir... On a des géants sur le continent. On peut... Pas le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc même. Le Maroc, l'Éthiopie, l'Angola. Et il y a des pays qui sont, sans être de grandes puissances, ne sont pas en menace. Je parle du Gabon, qui peuvent intervenir sur des théâtres africains. On n'a pas besoin forcément que ce soit des forces de la CEDEAO, mais certains pays sont déjà dans leur discipline, les pays d'Afrique de l'Ouest, mais il y a des pays qui sont encore que la capacité de se projeter. On a aussi l'impression, d'où la difficulté, c'est que certains pays aussi connaissent, tout à l'heure on parlait de Boko Haram, d'autres pays aussi connaissent des difficultés en interne à leurs frontières. Est-ce qu'on peut à la fois donner des hommes pour aider nos partenaires, nos voisins, nos amis, et en même temps s'occuper de nous? Comment on fait? Mais bien sûr, c'est d'abord une menace transnationale. Le terrorisme fait fi de la Côte d'Ivoire, du Niger, etc. Donc on doit répondre globalement. On doit d'abord répondre individuellement. Nos armées doivent monter en puissance. Le cas de la Côte d'Ivoire est assez intéressant. Vous voyez la création de la zone opérationnelle nord, la montée en puissance de nos armées, le renforcement de nos équipements. On va avoir par exemple des véhicules blindés pour pouvoir mieux opérer dans le nord. C'est des choses intéressantes. Mais ça ne doit pas empêcher la coopération. Parce que, imaginez-vous que la Côte d'Ivoire, par exemple, réussisse sur son territoire à capter des écoutes. Mais que ça se limite à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le terroriste que vous suivez en Côte d'Ivoire, dès qu'il quitte l'espace ivoirien, il est perdu. Voilà. Donc, il faut cette coopération régionale, en même temps monter en puissance, mais aussi des réponses sociales. La réponse au terrorisme n'est pas qu'une réponse militaire. C'est aussi des réponses sociales en termes d'infrastructure, en termes d'emploi pour notre jeunesse, en termes d'éducation. Voilà, c'est aussi des réponses sociales. Mais on nous parle même de fait que l'État doit être présent sur l'étendue, l'intégralité de son territoire. Et que ce sont des zones parfois délaissées par le pouvoir central qui sont les plus prompts à aider les terroristes. Alors, au risque de citer encore Arthur Manga, on était ensemble sur un projet, une étude justement qui était dont l'objectif était de caractériser la menace terroriste dans le Sahel et en Côte d'Ivoire en particulier, et on a constaté, il a dit que le terrorisme s'agrège là où il y a peu d'États. Donc la menace, du moins la réponse militaire, elle est nécessaire, mais elle se révèle insuffisante. Sans aller jusqu'à promouvoir une sorte de modèle ivoirien, il faut dire que jusqu'à présent, sur plusieurs axes, sur plusieurs piliers, la riposte militaire se fait bien, le découpage de la carte sécuritaire avec la zone opérationnelle elle-même fragmentée en zone opérationnelle nord-est et zone opérationnelle nord-ouest et nord-est. Le fait que les pouvoirs publics, justement, aient compris qu'il y a une part de réponse sociale, sociétale à apporter,
d'investissement, parce que souvent les jeunes sont débauchés, ne serait-ce que pour une moto, pour un achat de moto, et qu'il faut être au contact de ces jeunes-là, il faut rapporter de l'emploi, il faut pour les détourner justement de cette conflictualité terroriste-là. Alors il y a vraiment des efforts qui ont été effectués, menés par les pouvoirs publics, et c'est très intéressant en la matière. Ça pourrait servir de modèle à des pays côtiers comme le Bénin qui sont aujourd'hui attaqués. Mais à vous écouter, on ne doit pas s'inquiéter du départ des forces Barkhane. Arthur Manga nous disait que c'est une aubaine pour les États africains pour se prendre en charge. Mais les populations, elles doivent être plus ou moins inquiètes de ce départ C'est normal de s'inquiéter à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, mais on peut ici voir des opportunités. Et malgré tout, je pense qu'en 7 ans, l'armée malienne elle-même a progressé et l'essentiel des armées africaines. Le progrès, ce n'est pas que dans l'équipement, c'est aussi dans l'expérience du feu. Aujourd'hui, nos armées savent, par rapport au RETEX, donc au retour d'expérience, par rapport pour la Côte d'Ivoire même aux OPEX, aux opérations extérieures, savent ce que c'est que combattre le terrorisme, savent ce que est que cette guerre-là. Et donc nos armées montent en puissance. Il y a une prise de conscience aussi d'une réaction africaine. Moi, je suis vraiment, quand vous regardez les réseaux sociaux, que vous soyez d'accord ou pas, on sent chez tout le monde qu'il y a une envie de donc c'est une occasion. Ça sera difficile peut-être, mais on va le réussir parce qu'on n'a pas le choix, on doit réussir et on va réussir dans la solidarité africaine. Au niveau de la formation, il faut parler d'écoles nationales à vocation, enfin une école à vocation régionale, comme l'école de guerre, par exemple, ou bien l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Mais souvent aussi subventionner, en tout cas, des aides venant de l'étranger. Mais justement, c'est ce qu'il disait tantôt, il faut qu'on s'arrête, il faut que ces derniers-là s'arrêtent à la formation et ne se manifestent pas. Pas l'opérationnel. Voilà, dans l'opérationnel ou du moins dans l'intervention. Voilà, nous avons quelques structures, en tout cas, qui sont aptes à nous porter et pour qu'on puisse apporter une réponse militaire appropriée. Le terrorisme, c'est une guerre mondiale. C'est le monde entier qui fait face au terrorisme. Donc la réponse doit être mondiale. Sauf que dans l'intervention, ça doit être nous. Dans le partage d'expérience, je dis bien partage d'expérience parce que nous aussi on a de l'expérience sur le terrain à partager aux Français, aux Américains pour qu'ils puissent réagir en fonction de ce que nous on a vu. Donc il y a une sorte de globalisation de la solidarité qui doit être faite. Sur le plan militaire, elle doit concerner, comme on l'a dit, la formation, l'équipement, l'entraînement, mais l'intervention doit être africaine en Afrique. Donc, ce sont nos soldats qui doivent être allés au front, qui doivent être les premiers. Qui doivent être les premiers au front. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais il y a eu quand même beaucoup de pertes depuis l'arrivée de ces différentes opérations au Mali, aussi bien du côté des forces françaises qu'africaines. Tchadien en particulier. Et puis, n'oublions pas aussi les civils qui, malheureusement, ne sont pas des militaires, mais qui en payent le prix fort. Messieurs, on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci pour tous vos éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur cette citation. Vous partez en guerre avec l'armée que vous avez, pas l'armée que vous pourriez vouloir ou souhaiter avoir plus tard, de Donald Rumsfeld. C'est la fin de cette émission. Bonne suite des programmes sur RTI et à bientôt.